On se retrouve sur Mizan TV pour une émission consacrée à l'ouvrage de Vincent Lemire, intitulé Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, publié aux éditions Les Arènes. Bonjour Vincent Lemire. Bonjour. Vous êtes historien, professeur et ancien directeur du Centre de recherche français de Jérusalem. Dans votre livre, vous décryptez les origines et les enjeux du conflit israélo-palestinien en 50 questions avec des outils visuels et documents à l'appui. Pour commencer, Vincent Lemire, le gouvernement français a récemment annoncé qu'il suivrait les recommandations de la Cour pénale internationale, ce qui implique l'arrestation de Benjamin Netanyahou s'il venait en France. Par ailleurs, cette position a été nuancée très récemment par une nouvelle déclaration concernant son immunité. Comment évaluez-vous les récentes évolutions des relations entre Israël et la France ? Effectivement, c'est assez difficile de comprendre le dernier communiqué du MAE parce qu'il est contraire au droit en fait. En novembre 2011, la CPI a très clairement indiqué que le fait d'être un chef d'État, y compris d'un État non membre de la CPI, c'est-à-dire non signataire du statut de Rome, ne faisait en aucun cas bénéficier d'une quelconque immunité. Ça a été démontré, notamment pour le cas de Omar el-Béchir, mais ça a été démontré pour d'autres mises en cause de la CPI. Donc, sur le plan du droit, ce dernier communiqué du ministère français des Affaires étrangères ne tient pas. Et c'est ça, moi, qui me frappe le plus, c'est que j'aurais condamné, bien sûr, mais s'ils avaient, je veux dire, honnêtement dit, on va déroger en fait à nos obligations juridiques pour des raisons politiques ou diplomatiques, parce que X, Y, Z, au moins ça aurait le mérite de l'honnêteté et de la clarté. Là, soit les gens du MAE ignorent en fait l'arrêt de novembre 2011, ce qui serait gravissime, soit ils le connaissent, et en ce cas-là, ils mentent, et c'est très grave également. Donc voilà, on intervient là quelques minutes effectivement après ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, alors que y compris le G7 hier, 6 pays du G7, donc tous les membres signataires, donc moins les États-Unis, parce que les États-Unis sont pas signataires, ont dit qu'ils se conformeraient aux décisions de la CPI. Donc cette question de l'immunité n'a pas été mise en avant par le G7, alors que dans le G7, il y a un pays qui s'appelle l'Allemagne, dont on connaît les positions et la singularité de la position diplomatique vis-à-vis d'Israël. Voilà, pour vous répondre tout à fait honnêtement, je ne comprends pas comment le Quai d'Orsay, comment le ministère des Affaires étrangères a pu sortir ce communiqué aujourd'hui. On me dit que peut-être ça a un lien avec le fait que la France a réussi à réintégrer l'accord de cessez-le-feu Israël-Liban, alors que les Israéliens n'en voulaient pas et que finalement ils ont réussi à annoncer un double parrainage en fait, Biden et Macron. Enfin, si c'était le prix à payer, c'est un calcul qui me semble extrêmement hasardeux. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de comprendre ce qui fonde la position de ce dernier communiqué du MAE. Pour finir sur ce sujet, comment vous expliquez justement les variations très rapides des positions de la France par rapport à Israël ? On peut le voir sur le Liban, l'affaire des gendarmes à Jérusalem, il y a eu pas mal d'affaires, de relations d'un côté, proches et puis distanciées. J'explique de façon très simple. La France avait jusqu'à il y a une 10-15 d'années une position très équilibrée, avec vraiment une pleine reconnaissance et un plein appui des revendications palestiniennes à un État. C'était la position de la France, et ça lui donnait cette espèce de position d'équilibre, et aussi son utilité diplomatique d'ailleurs, et sa crédibilité. Cette ligne-là a été complètement remise en cause par les présidences Sarkozy, Hollande et Macron. C'est pas moi qui le dis, c'est tout à fait documenté par les historiens. Il y a vraiment eu un tournant de ce point de vue-là. Et donc on a d'un côté une diplomatie élyséenne, on va dire présidentielle, qui est de plus en plus à remettre en cause en fait cette ligne diplomatique traditionnelle. Et puis de l'autre, on a habituellement le Quai d'Orsay et les services du Quai d'Orsay qui essayent de tenir cette ligne. Voilà, ça crée des positions parfaitement illisibles. Et puis on a aussi c'est effectivement aujourd'hui un président de la République qui de toute façon sur ce sujet-là comme sur tous les autres sujets change d'avis assez régulièrement, extrêmement versatile en fonction peut-être des dialogues qu'il a avec les uns ou les autres, avec des pressions qu'il subit. En tout cas, je suis pas le premier à dire qu'effectivement la position diplomatique française elle est illisible. Elle est illisible et donc elle est inaudible et donc elle est pas crédible. Moi, le problème, c'est pas d'avoir une position, et toute position diplomatique peut être critiquable, mais faut en tenir une, quoi.
Et aujourd'hui, la France ne tient plus de position. Elle change d'avis, comme vous le dites, elle change d'avis en permanence, et y compris en parfois 72 heures sur la question du mandat d'arrêt international. C'est parfaitement incompréhensible en l'état actuel des informations qu'on a. Vincent Lemire, que pensez-vous de la réaction de Netanyahou qui affirme que la CPI adopte une posture antisémite? Comment décryptez-vous l'utilisation de cet argument pour contrer toute accusation? Non, mais c'est un peu l'arme nucléaire, hein, cette question de l'antisémitisme. Il a été plus loin parce que pendant plusieurs minutes, il s'est comparé en fait au capitaine Dreyfus. Il a dit je suis le nouveau Alfred Dreyfus. Il a été très loin puisqu'il a dit d'ailleurs la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale était présidée par un juge français. Donc il a dit c'est un juge français qui a délivré ce mandat d'arrêt, de même que c'était un juge français qui avait mis en accusation Dreyfus. C'est un parallèle évidemment qui est scandaleux, qui est indigne pour l'historien que je suis, ne serait-ce que parce que Alfred Dreyfus il a passé des années au bagne, qu'il a véritablement été accusé à tort par de véritables et authentiques antisémites qui ont fabriqué des faux documents pour le faire accuser d'espionnage. Or, aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahou qui fabrique des faux documents. Hein. Peut-être que le public français le sait moins, mais c'est vrai qu'il y a ces mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre lui, qui sont gravissimes. On sait aussi qu'il est cerné par les affaires judiciaires en Israël sur des questions de corruption, de malversation. Ça fait très longtemps. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que depuis quelques semaines, il est mis en accusation pour des affaires très graves. 2 affaires. 1, la falsification de comptes rendus dans le but de masquer ce qu'il savait dans la nuit du 6 au 7 octobre 2023. 2, la production de faux documents et le fait de faire fuiter ces faux documents dans la presse occidentale pour saboter volontairement les négociations sur les libérations d'otages israéliens. Et ça, je peux vous dire qu'en Israël, autant les Israéliens ont fait bloc autour de leur Premier ministre pour condamner les mandats d'arrêt de la CPI, ça, de ce point de vue-là, sa stratégie de victimisation a parfaitement fonctionné, autant je peux vous dire que ces histoires de falsification de documents pour cacher ce qu'ils savaient le 6 octobre au soir et pour saboter volontairement les négociations sur les otages, ça passe absolument pas de l'opinion publique israélienne. Donc voilà, et face à cette espèce de panique judiciaire que l'on constate à la fois chez Netanyahou, chez ses avocats, dans son entourage le plus proche, parce qu'ils sont tous les uns après les autres, soit interrogés, soit menacés, soit incarcérés. Hein. Il y a quand même plusieurs conseillers de Netanyahou qui sont incarcérés depuis quelques semaines. Et bien effectivement, il ne reste que l'accusation d'antisémitisme. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse, voire un aveu de culpabilité. Quand on utilise cet argument, c'est qu'en fait, on n'en a pas d'autre. Moi, je suis prof, je prends une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais quand j'écris hors sujet sur la copie d'un étudiant, hors sujet, ça veut dire que mon étudiant n'a pas les moyens de traiter le sujet, et que donc il parle d'autre chose. Ben, c'est exactement ce que fait Netanyahou aujourd'hui. Il parle d'antisémitisme, ce qui n'est pas dans le sujet, parce qu'en fait, il n'a pas les moyens juridiques de se défendre en droit contre ce dont il est accusé. Plusieurs responsables politiques français et européens, dont le ministre des Affaires étrangères, ont dénoncé les crimes de guerre à Gaza. Pourtant, l'Union européenne continue de maintenir ses accords commerciaux avec Israël. Cette politique relève-t-elle de l'incohérence et faut-il y voir des pressions américaines? Alors, la question, là on a parlé de la France tout à l'heure, la question européenne c'est un peu plus compliqué parce que l'Europe c'est l'Europe des 27, et donc c'est toute la question de la diplomatie européenne, hein, et sur ce sujet comme sur bien d'autres en fait. Les Européens ne sont pas d'accord. Et ça, bon. Donc, pression américaine, franchement, je ne crois pas. Surtout pas en ce moment, parce que les Européens, il y a quand même la seule vertu de la réélection de Trump, c'est que les Européens ont tous compris, qu'ils soient de droite, de gauche, pro-palestiniens, pro-israéliens, peu importe, pro-ukrainiens, proches des Russes, ils ont tous compris qu'ils allaient devoir un petit peu construire leur autonomie stratégique et diplomatique vis-à-vis des États-Unis dans les années qui viennent. Tous les gens qui ont un peu de bon sens en Europe comprennent que l'Europe doit se construire elle-même et se protéger elle-même et donc affirmer une autonomie diplomatique. La diplomatie européenne, en fait, elle n'est efficace que quand il y a un véritable consensus sur une cause commune. Et on voit, par exemple, sur l'Ukraine, il y a quelques tiraillements, il y a des différences d'analyse, mais en gros, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, toute l'Europe a décidé de faire front, de faire bloc,
de mettre les moyens, de mettre de l'argent et de mettre un soutien diplomatique et juridique absolument immédiat. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, tous les États européens ont soutenu le fait qu'il y ait un mandat d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine qui a été émis 3 semaines après qu'il ait été demandé par le procureur. 3 semaines après. Dans le cas de Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, ça a pris 6 mois. Donc voilà, sur le sujet Israël-Palestine, il n'y a pas de consensus européen. Il y a même un dissensus européen. On avait vu un État européen actuellement qui a la présidence tournante, c'est la Hongrie, qui juste après l'émission du mandat d'arrêt a dit mais pour moi Netanyahu est bienvenu et je ne me conformerai pas aux exigences de la CPI. Donc le problème de l'Europe sur le sujet Israël-Palestine, c'est vraiment un manque de consensus. Mais ça n'exonère pas la France de ses propres responsabilités. D'autant plus que, par exemple, elle est le seul État de l'Union européenne à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Depuis le départ des Britanniques, depuis le Brexit, il ne reste que la France. Donc la France a une responsabilité toute particulière sur ces sujets géostratégiques et elle doit l'exercer de façon pleine et entière. Ce que vous expliquez, c'est qu'il faudrait un accord de tous les pays membres pour défaire cet accord avec l'État israélien. Alors, effectivement, on voit qu'il y a des discussions sur la question de l'accord cadre. Vous évoquez sans doute ça, ce fameux accord cadre entre l'Union européenne et Israël. C'est un accord extrêmement important. En fait, c'est comme une espèce d'accord parapluie sous lequel il y a énormément de sous-accords, des accords commerciaux, des accords scientifiques, des accords de coopération, etc. Cet accord, il faut savoir que son origine, c'est le processus d'Oslo, chronologiquement, historiquement. C'est-à-dire que ça a été, on va dire, le levier européen pour encourager en fait les Israéliens à s'engager dans le processus d'Oslo et à signer les différents protocoles du processus d'Oslo. En échange de quoi on avait cet accord cadre et donc une meilleure intégration, notamment de l'économie israélienne au sein de l'économie européenne. Il faut savoir que 2/3 des échanges extérieurs d'Israël sont faits avec l'Union européenne. Donc le levier, il est énorme. Il y a des diplomates européens qui aujourd'hui considèrent que factuellement on est sorti du protocole d'Oslo, du processus d'Oslo. Personne ne peut le contester. On peut dire que les torts sont partagés, on peut dire tout ça, mais on peut dire que le processus d'Oslo c'est fini. On peut dire que l'État israélien, à minima, les responsabilités sont partagées. On peut dire que la colonisation a été un des éléments qui a véritablement fragilisé, pour ne pas dire plus, les accords d'Oslo. Et donc on peut dire que la contrepartie de l'accord cadre pourrait être discutée. Donc c'est un sujet. On voit que c'est un sujet qui monte. Je pense pas en l'état actuel des rapports de force au sein de l'Europe que véritablement cet accord cadre puisse être annulé, remis en cause, rediscuté, c'est tout à fait possible. Il me semble que vous l'indiquez dans le livre d'ailleurs que le nombre de colons israéliens en Cisjordanie est passé de à peu près 100 000 à 800 000, c'est ça? 100 000 à 700 000? Oui, aujourd'hui, si on intègre effectivement les habitants israéliens de Jérusalem-Est, qui sur le plan du droit international sont également des colons, en tout cas ils habitent dans des implantations illégales au regard du droit international, aujourd'hui on est au-delà de 750 000 colons. C'est des chiffres absolument vertigineux. Il faut se rappeler que quand Ariel Sharon a fait évacuer les 8000 colons de la bande de Gaza, il faut se rappeler ce que ça a été comme scandale en Israël. Il faut se rappeler qu'on a eu besoin de pratiquement 24 000 policiers et soldats pour faire sortir les 8000 colons. Un soldat pour trois individus, vous le dites dans le bouquin. 3 soldats pour un individu. 3 soldats pour un... Vous voyez, vous-même vous arrivez 3 soldats pour un individu. Alors vous imaginez 700 000 colons, ça fait 2 millions. Donc en fait 2 millions, ça n'est pas possible. En fait. Donc voilà, il faut prendre aussi la mesure de tout ça. Il y a des bougés européens sur ce sujet-là. Il y a eu des questions sur l'étiquetage des produits, etc. Tout ça, ça progresse. Il faut pas que les gens qui nous regardent pensent que rien n'est fait. Trop peu, trop tard, trop lentement. C'est évident. Et encore une fois, au niveau européen, on a ce problème d'un dissensus qui est extrêmement dur à surmonter. Avec la position allemande en plus qui est tout à fait particulière. Dans votre ouvrage, vous mentionnez que la radicalité du côté israélien s'explique par une très forte démographie chez les colons et les sionistes religieux. Selon vous, quelle est la proportion des éléments les plus radicaux au sein de la société israélienne et comment sont-ils parvenus à prendre le pouvoir? Mais c'est assez. Alors ça, c'est une question qui est pas évident
d'y répondre parce que oui, on a une réalité démographique. Oui, on sait que ce qu'on appelle les sionistes religieux, qui sont un groupe plutôt émergent dans la sociographie politique israélienne, font plus d'enfants que les laïcs, en gros, pour faire court. Puis ils les font plus tôt dans les biographies familiales de chacun. Et puis ils émigrent moins vers l'étranger. Ils restent plus en Israël. Donc tous ces facteurs-là, mis bout à bout, et au bout de 2-3 générations, forcément, ça crée une force de frappe électorale qui n'existait pas dans les années 70. Alors que l'idéologie du sionisme religieux, du sionisme nationaliste, messianique, elle était déjà là, mais elle n'avait pas encore la force de frappe électorale qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, sur le plan des explications plus profondes, bon, il y en a deux. Un, c'est que les deux piliers en fait idéologiques, on va dire, du travaillisme israélien. Le Parti travailliste, c'est celui qui a créé cet État. Le Parti travailliste a gouverné Israël de 1947 à 1977, sans interruption. Les deux piliers du travaillisme, le premier, c'était le socialisme. Et ce cadre-là, en tout cas, une économie socialisée, très socialisée. Ce cadre-là a explosé avec la libéralisation de l'économie israélienne, dans la vague de toutes les libéralisations sur la planète, à partir des années 80, on va dire, Reagan, Thatcher, mais en Europe, partout. Le tournant de la rigueur en France. Voilà, exactement. Ce pilier-là, c'est complètement effrité. Et puis l'autre pilier, ça a été à partir des années 90, ce pilier, il a été remplacé par, justement, le processus de paix. Les travaillistes ont mis toutes leurs forces et toutes leurs espérances, alors peut-être avec, parfois on peut dire avec des arrière-pensées ou quoi, mais il y avait chez quand même un certain nombre d'entre eux, on pense à Yitzhak Rabin, on pense à beaucoup d'autres, compris Ehud Barak, etc. On peut critiquer la façon dont ça a été fait, mais ce qu'on peut constater, c'est que il y a eu une mise politique, un investissement politique énorme de la part des travaillistes sur le processus de paix. Il y a même des élections qui se jouaient là-dessus. À partir du moment où le processus de paix s'est arrêté, et est un échec, clairement, on peut dire que c'est un échec, et forcément, les travaillistes en payent le prix. Et donc c'est ça aussi qui fait la force de l'extrême droite nationaliste et messianique aujourd'hui, cette espèce d'alliance très très bizarre entre une espèce de libéralisme, d'hyperlibéralisme économique et une extrême droitisation des esprits et un repli identitaire qui est effectivement tout à fait évident quand on visite Israël. Depuis 1948, Israël bénéficie de plus de 158 milliards de dollars d'aide, principalement militaire, de la part des États-Unis. Qu'est-ce qui justifie ce financement ahurissant? Quelles en sont les contreparties? Il y a une alliance. Vous avez dit 1958. On peut décaler un petit peu parce que pratiquement les premières armes américaines, elles arrivent en Israël au milieu des années 60. Les premières armes importantes, les armes lourdes, c'est 1964. D'accord? Donc, c'est certain que les gens qui nous regardent, ils savent qu'aujourd'hui, l'armée israélienne, c'est une armée américaine. D'accord? Il faut dire plusieurs choses. Un, il faut dire qu'il y a d'autres armées américaines dans la région. L'armée saoudienne, l'armée égyptienne en particulier, l'armée égyptienne qui est une armée extrêmement puissante, aujourd'hui c'est une armée américaine, qui vit sous perfusion américaine. Donc voilà, les États-Unis, en tant que puissance globale, ça va peut-être changer, mais en tant que puissance globale, on va dire puissance impériale, ont eu cette volonté de créer non seulement des alliés, mais en fait des obligés. Quand votre armée est en fait une armée qui est entièrement fournie par un État allié, vous êtes plus qu'un allié en fait, vous êtes un obligé. Et donc ça c'est la première chose. Cette alliance aujourd'hui, on parle toujours d'une alliance indéfectible entre effectivement Israël et les États-Unis, et vous avez rappelé les chiffres qui sont énormes, mais il faut rappeler aussi 4 milliards par an pratiquement. Voilà, en gros 4 milliards par an. Là, on était sur 38 milliards sur 9 ans. Enfin voilà, c'est à peu près ces chiffres-là. Sachant que numériquement, l'armée israélienne n'est pas non plus énorme. Elle est très très capacitaire en termes d'aviation, en termes de technologie, etc. Mais c'est jamais un État que de 7 millions d'habitants. Donc là, par exemple, sur Gaza et le Liban, ils ont réussi à mobiliser 400 000 soldats. Mais il faut aller plus loin que ça, donc faut quand même voir ce que c'est. C'est pas l'armée américaine, c'est une armée américaine au sens technologique du terme, mais financier, mais c'est pas les mêmes capacités quand
euh, jusqu'en 1964, de 1948 à 64, l'armée israélienne, c'est une armée française et d'Europe centrale. C'est la France qui fournit des armes à Israël et l'Europe centrale, en fait, hein, ce qu'on appelait le bloc de l'Est, quoi. Et ça va plus loin, c'est que jusqu'au début des années 1960, il y a un embargo états-unien sur les ventes d'armes à Israël. Un embargo. Vous m'entendez bien? Aujourd'hui, embargo, ça a l'air d'être un gros mot. Quand le président Macron parle de cesser ou d'interrompre ou de freiner les livraisons d'armes, ou quand Joe Biden le dit, on a l'impression que il remet en cause une espèce d'histoire pluriséculaire. Non. Et c'est d'ailleurs ça que je rappelle en tant qu'historien, c'est-à-dire que les alliances soi-disant indéfectibles, elles peuvent se retourner. Et aujourd'hui, moi, je serais pas, je veux dire, Donald Trump est quelqu'un de effectivement totalement pro-israélien, totalement aligné sur les colons messianistes israéliens, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement imprévisible. Hein. Et c'est aussi d'une certaine manière une fragilité, hein, d'avoir une armée qui est entièrement dépendante en fait d'un État souverain comme les États-Unis. Donc voilà, il faut et puis pour répondre plus sur le fond à votre question, sur cette question des contreparties, ou voilà, il y a une proximité historique pour le coup. Alors là, on est bien au-delà, historique, c'est-à-dire culturelle, philosophique presque, hein, entre les États-Unis et Israël. Il faut toujours rappeler des choses. Et là, ça revient, c'est encore plus ancien que ça. Hein. Les Américains se vivent comme le deuxième peuple élu, qui ont conquis une terre soi-disant vierge. Je veux dire, il y a des parallèles culturels et anthropologiques qui sont extrêmement forts entre l'histoire américaine et l'histoire israélienne, qui créent en fait effectivement cette espèce d'empathie immédiate, spontanée entre beaucoup de citoyens américains et de citoyens israéliens. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Quand vous regardez les sondages générationnels aux États-Unis, et à la limite, qu'on soit démocrate ou républicain, ça change pas grand-chose. Plus on est jeune aux États-Unis, et moins on est favorable à Israël, dans des proportions absolument vertigineuses. Hein, donc cette loyauté très forte des citoyens états-uniens vis-à-vis d'Israël, c'est celle en fait des plus âgés. Hein, et elle s'effrite au fur et à mesure qu'on passe dans les jeunes générations. Ça finira par avoir des effets historiques évidemment extrêmement structurants. Dans le livre, vous dites, je cite, il faut souligner que le sionisme politique qui s'institutionnalise à Bâle n'est pas né dans les communautés juives les plus pratiquantes. Il a plutôt trouvé ses premiers défenseurs au sein des communautés juives urbaines et laïcisées, dont Herzl est très représentatif. Pouvez-vous nous expliquer comment un mouvement laïque a pu défendre une cause fondée sur une justification religieuse? Mais c'est vrai que c'est une grande question, et on a beaucoup de gens qui s'interrogent, qui disent mais comment ça se fait que cet État qui a été fondé par des socialistes, on l'a dit, par Ben Gurion, etc., aujourd'hui est complètement phagocyté en fait par des sionistes religieux. Ben, c'est là que le recours à l'histoire peut être utile. C'est-à-dire que effectivement, Herzl, il crée un mouvement sioniste singulier qui est un mouvement laïque. Mais là, on est à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Mais avant ce mouvement sioniste institutionnel et institutionnalisé, qui est celui qui a créé l'État d'Israël, il y a ce qu'on pourrait appeler un proto-sionisme, des proto-sionismes, des mouvements, une espèce de galaxie de mouvements qui viennent du 17e, 18e, début 19e siècle, qui sont présents à la fois dans les communautés juives de diaspora, mais aussi beaucoup dans les communautés protestantes, en fait, hein, chez les chrétiens protestants, évangéliques notamment, et qui, en fait, développent une espèce de on pourrait dire à l'époque, en tout cas, de fantasme, hein, d'un retour des Juifs exilés en terre de Sion. Et ça, pour le coup, c'est véritable, c'est vraiment un projet religieux. C'est vraiment un projet de restauration, on pourrait dire, d'une histoire juive biblique plus ou moins fantasmée. Et on voit que c'est ce ressort souterrain, en fait, beaucoup plus ancien que le sionisme laïque institutionnalisé par Herzl et on va dire administré ensuite par Ben Gurion dans les années 30 puis 40. En dessous de ça, cheminait autre chose qui est aujourd'hui en plein essor, en pleine efflorescence. Vous présentez dans l'ouvrage la posture d'Albert Antebi, juif arabe né à Damas et directeur de l'école de l'Alliance israélite universelle de Jérusalem en 1896. Il s'oppose frontalement au projet sioniste.
Il proclame notamment, au contraire, sa loyauté envers l'Empire ottoman, car selon lui, c'est la seule entité étatique capable de garantir la bonne entente entre les différentes communautés qui peuplent la Palestine. Fin de citation. Pourriez-vous nous présenter cette personnalité ainsi que sa position méconnue? Oui, il est très intéressant, Albert Antebi. J'en parle aussi pas mal dans ma bande dessinée Histoire de Jérusalem, parce que c'est une grande figure de l'histoire de Jérusalem. Il est directeur de l'école de l'Alliance israélite universelle à Jérusalem. Dans les archives diplomatiques françaises, on l'appelle le consul des Juifs. Pour vous dire que c'est vraiment une personnalité éminente. C'est pas du tout un marginal. Et donc, quand on dit qu'Albert Antebi est antisioniste, il l'est. Non seulement il l'est, mais il l'écrit en permanence. Dans tout son courrier, je suis défavorable à l'idée sioniste, je suis contre le projet sioniste. Bon, bah tiens, à un moment, les mots ont un sens. Puis en plus, il écrit en français, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Or, c'est une figure éminente, encore une fois. C'est pas un marginal de la communauté juive de Jérusalem. C'est vraiment un... Et il est, alors effectivement, il est arabophone. Il est tout à fait, il est très 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 francophile. Il est né à Damas, plutôt dans un monde francophone. Et puis il est très ottoman, c'est-à-dire il a cette espèce de loyauté à l'Empire ottoman et à une identité ottomane qui serait en fait transverse aux différentes identités nationales et religieuses. On peut être turc, on peut être kurde, on peut être égyptien, on peut être syrien, on peut être palestinien. Et si on est palestinien, on peut être juif, on peut être chrétien orthodoxe, on peut être musulman. On n'en est pas moins ottoman. Cette identité ottomane qui a été à la fois mise en avant au moment de la révolution de 1876, révolution constitutionnelle qui accorde des droits à tous les citoyens, et puis révolution qui a été réactivée, mais pendant quelques années, en 1908, la fameuse révolution jeune turque. Albert Antebi, il est complètement dans ce mouvement-là. Donc voilà, c'est aussi rappeler que l'antisionisme originel, il est d'abord un antisionisme juif. Les premiers antisionistes ont été les juifs. C'est-à-dire c'était un débat interne aux communautés juives, à la fois en diaspora, mais aussi en Palestine. Et puis voilà, ça permet aussi de remettre un petit peu en perspective les polémiques actuelles sur cette question de l'antisionisme. Il est mort en fait juste avant la première guerre mondiale. En fait, il a été à la fin de sa vie, il est engagé dans l'armée ottomane. Et puis, je vous dis professionnellement, moi je le connais par les archives de l'Alliance israélite universelle à Jérusalem. C'est une école professionnelle extrêmement importante. D'ailleurs, c'est une école professionnelle intéressante parce que dans cette école, il y a des juifs évidemment, mais il y a aussi des chrétiens et il y a aussi des musulmans. Et par exemple, dans l'école de l'Alliance israélite universelle, il y a un certain Mohamed Al-Husseini, qui va devenir le grand moufti de Jérusalem. Et c'est là qu'il a appris l'hébreu. Donc, il faut bien s'imaginer cette ville de Jérusalem et cette Palestine de la fin du 19e, début 20e, comme vraiment une région où les identités sont beaucoup plus mixtes qu'aujourd'hui. On est juif mais on parle arabe, on est musulman mais on parle hébreu. On est en fait, on est sioniste ou alors on est juif antisioniste. On est ottoman, on est des identités extrêmement mixtes, et Albert Antebi, il est vraiment représentatif de ce monde-là. Lui-même d'ailleurs, il a, je me souviens plus combien il a d'enfants, il a pas mal d'enfants. Il a des enfants qui sont dans les écoles juives, des enfants dans les écoles chrétiennes, et des enfants dans des écoles musulmanes. Et c'est pas du tout un hasard, c'est pas au hasard des inscriptions ou quoi. C'est vraiment une espèce de pensée comme ça, un peu universaliste. C'est un gros mot aujourd'hui, mais c'est-à-dire de dire, en fait, la famille Antebi, c'est elle doit être connectée en fait à l'ensemble des sociographies de cette ville qui sont complexes, etc. On voit comme vu d'aujourd'hui, ça permet d'enrichir un petit peu et de complexifier et de nuancer nos débats. Ouais, on a l'impression qu'il anticipait un peu les tensions qui allaient exister entre différentes communautés par la faute entre guillemets du sionisme historique. Ma prochaine question. Vincent Lemire, en 1947, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État Israël sans se conformer aux recommandations de l'ONU, déclenchant ainsi la guerre israélo-arabe. Pouvez-vous revenir sur cet événement historique et expliquer pourquoi Israël manifeste un tel mépris pour le droit international? Alors, je serais un peu plus nuancé que vous sur 1947, parce que, pour le coup, Ben Gourion, alors effectivement, proclame la création de l'État d'Israël, sans attendre, en fait, un feu vert, on va dire, de la communauté internationale. Mais il s'appuie sur le fait que l'organisation sioniste a approuvé le plan de partage de novembre 1947
Et il l'a prouvé pour des très bonnes raisons du point de vue de l'organisation sioniste. En 1947, il y a à peu près 30% des habitants de la Palestine qui sont juifs, et le plan de partage propose 55% du territoire. Donc il est évident que l'organisation sioniste accepte, c'est-à-dire c'est un gain. Hein. À l'inverse, c'est aussi une façon de comprendre pourquoi est-ce que les nationalistes palestiniens le refusent. Aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont refusé 45% de la Palestine, alors qu'aujourd'hui, ils sont obligés de se battre pour 22%. La Cisjordanie, aujourd'hui, c'est 22% de la Palestine mandataire. Mais parce que les acteurs les acteurs de 2024 savent pas ce qui va se passer en 2030. Ils font des paris sur la suite, et parfois, ils se trompent. Et en l'occurrence, ils jugent toujours sur une situation présente. Les Palestiniens, les Arabes de Palestine, en 1947, ils sont 70% de la population. Ils possèdent entre 80 et 85% du sol, et on leur propose 45%. Signez ce papier, vous passerez à 45%. C'est juste pas possible. Et y compris s'ils avaient été convaincus par un argument X, Y ou Z, la population palestinienne n'aurait pas pu l'accepter. Donc voilà. Je rappelle juste que donc il y a ce plan de partage de septembre, ensuite novembre 1947, qui est voté à l'Assemblée générale de l'ONU, que les organisations sionistes acceptent, de façon tout à fait logique de leur point de vue, et donc Ben-Gurion s'appuie en fait sur ce vote de l'ONU pour légitimer en fait la proclamation unilatérale de l'État. Il devait respecter un délai de 2 mois, il me semble. C'est ça. Non, mais tout à fait. Il y a d'une certaine manière, voilà. Mais on va dire qu'on est dans des argumentations juridiques. On pourrait dire que quand Yasser Arafat à Alger en 1988 proclame l'État de Palestine dans les frontières de 67, il s'arroge en fait un droit de proclamation que l'on pourrait lui contester. Il n'a pas demandé l'autorisation au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale. Donc, moi, j'aurais une lecture, si vous voulez, plus sur le long terme. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que si on prend les choses vraiment comme ça, dans leur globalité sur le siècle passé, quoi, des années 1920 aux années 2020, l'organisation sioniste et Israël, pendant au moins jusqu'aux années 80, on va dire, fait figure de bon élève du droit international. La stratégie, c'est précisément de se conformer au droit international, on demande à la Grande-Bretagne la déclaration Balfour, on a la déclaration Balfour, elle est intégrée au mandat britannique, on demande un plan de partage, le plus favorable possible, on accepte le plan de partage, vous voyez, et puis le tournant, évidemment, c'est la guerre des 6 jours, 1967, occupation unilatérale des territoires. Il y a encore une hésitation en 1977-78 parce qu'il y a les accords de Camp David où en fait les Israéliens se retirent d'un certain nombre de territoires occupés pour obtenir la paix avec l'Égypte, en particulier du Sinaï, mais ils se retirent pas du Golan, ils se retirent pas de Cisjordanie. Et on voit bien qu'à partir des années 1980, il y a une bascule, c'est-à-dire que les Israéliens considèrent qu'ils ont obtenu le maximum, on va dire, du droit international et entrent dans une autre stratégie. Les Israéliens, en tout cas un certain nombre d'Israéliens, en particulier la droite israélienne, avec la stratégie de la colonisation, manifestement illégale aux yeux du droit international. Et ce qui est intéressant, c'est que exactement à ce moment-là, les Palestiniens, qui ont été un petit peu, qui étaient un petit peu les voyous en fait du droit international. Comment est-ce qu'ils ont commencé leur lutte dans les années 50, 60, 70 ? Par l'action terroriste et par l'action de guérilla. Dans les années 1980, les Palestiniens, au contraire, changent de stratégie et se mettent à devenir les bons élèves du droit international. On va reconnaître l'État israélien dans les frontières de 67, dixit Yasser Arafat. On va participer au processus d'Oslo. On va demander gentiment d'être État membre observateur de l'ONU, ce qui est obtenu en 2012. On va demander d'être membre de l'UNESCO. Vous voyez, on va essayer d'intégrer toutes ces instances. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans un moment tout à fait surprenant en fait pour l'historien que je suis. C'est qu'aujourd'hui, c'est clairement l'autorité palestinienne qui est, on va dire, en plein dans une stratégie de se conformer au droit international. Et ça a des effets d'ailleurs. Si la Palestine n'était pas membre observateur de l'ONU, elle n'aurait pas pu, les mandats d'arrêt de la CPI n'auraient pas pu être émis. Donc ça a des effets concrets. C'est pas seulement formel. Et à l'inverse, on voit que les Israéliens aujourd'hui, le gouvernement israélien actuel, non seulement ne se conforme plus au droit international. Ça, vous avez raison, depuis 1967, on va dire, c'est à peu près évident. Mais assume et affirme de plus en plus délibérément et explicitement ses positions. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et il en reste
petit reste, c'est-à-dire, si vous regardez par exemple la différence entre le président d'Israël et le gouvernement, eh ben, le président est toujours plus modéré que le gouvernement depuis quelques années. On met toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, alors ça peut, vu de France, peut-être c'est pas très clair, mais quand même, le président d'Israël aujourd'hui c'est Israël Herzog. Alors bien sûr qu'il a des positions qu'on peut contester, mais sur Gaza, il a tenu des propos quand même très radicaux. Lui exactement. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est un travailliste. Ce que je veux dire, c'est que il y a toujours un petit peu ce côté, parce que c'est quoi le président? C'est un peu le VRP, on va dire. Hein, c'est un peu la représentation internationale. Donc on va mettre quelqu'un on va dire plus acceptable, un peu plus poli, qui parle, voilà. Et puis de l'autre côté, on a un gouvernement qui, lui, pour le coup, déroule son agenda en plein accord avec les électeurs qui l'ont. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a récemment déclaré qu'il souhaitait expulser la moitié de la population de Gaza. Alors ça, il l'a déclaré la semaine dernière, qu'il faudrait expulser la moitié de la population de Gaza, mais au mois de janvier dernier, il avait dit bien pire. Hein. En janvier 2024, le 28 janvier 2024, il avait déclaré que l'idéal, ce serait qu'à la fin de la guerre, il reste 100 à 200 000 Palestiniens à Gaza. D'accord? Il y en a 2,3 millions aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je suis plusieurs fois intervenu. C'est ce qui a fondé janvier, c'est le début de l'instruction du dossier à la Cour internationale de justice pour incitation et risque génocidaire. Hein, et ils se sont appuyés notamment sur ces déclarations publiques, qui sont pas des déclarations d'un militant d'extrême droite qui hurle dans la rue. Hein. Ça suffit pas pour fonder une position. Il faut toujours avoir des fascistes dans n'importe quel pays qui appellent à tel ou tel. Il faut que des responsables politiques et sécuritaires tiennent des discours où est explicitée une intention génocidaire, au sens extensif du terme, comme le stipule la Convention de 48 sur laquelle s'appuie la CIJ. Et c'est vrai que cette déclaration de Smotrich, elle était absolument stupéfiante, parce que d'une sincérité et d'une transparence totale. Pour revenir, Vincent Lemire, à la partition de 47 de la Palestine, vous l'avez dit qu'elle s'est réalisée un peu au détriment des Palestiniens, mais ont-ils été politiquement représentés et ont-ils eu la possibilité de faire entendre leur voix? Alors on peut dire deux choses. Ils étaient largement marginalisés en fait au sein du système mandataire, donc au sein du système britannique. Hein, les relais des organisations sionistes étaient bien plus efficaces au sein de l'administration britannique que les relais palestiniens. Ça c'est la première explication. C'est du côté des Britanniques. Et il est clair que les Britanniques, au moins jusqu'en 1938-1939, sont très favorables, on va dire, aux organisations sionistes, beaucoup plus qu'aux nationalistes palestiniens. Première explication. La deuxième explication, c'est la stratégie de la chaise vide, que l'on peut comprendre, qu'on peut contester, enfin voilà. C'est que les Palestiniens se battaient à l'époque, et d'ailleurs, peut-être d'ailleurs certains aujourd'hui se battent à nouveau pour ça, se battaient pour un État de la mer en Jourdain. D'accord? Et un État ensuite qu'il faut définir, démocratique, laïque, et donc contre la partition. Hein, contestait le principe même de la partition. Hein, et pour les plus modérés d'entre eux, considéraient que les 30% de Juifs qui étaient déjà installés en Palestine pouvaient tout à fait y vivre, deviendraient citoyens palestiniens, dans un État souverain qui s'appellerait la Palestine. Donc, à partir de là, la commission spéciale de l'ONU qui a préparé le plan de partition, quand elle convoquait ou quand elle invitait des interlocuteurs palestiniens, la quasi-totalité d'entre eux ont pratiqué ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Ils n'y ont pas été. Ça peut se comprendre puisqu'ils contestaient le principe même d'un plan de partition. Il ne s'agit pas de dire qu'il fallait avoir tel plan, ou 45%, 47%, 48% sur telle carte ou telle carte ou telle carte, la Galilée Nord, la Galilée Ouest. Ils contestaient le principe. Et donc, s'ils contestent le principe, ils se rendent pas aux réunions préparatoires, parce que s'ils se rendent aux réunions préparatoires, d'une certaine manière, ils valident le principe. Et pourquoi leur point de vue n'a pas été pris en compte sur, alors, je rappelle toujours, et je le rappelle aussi dans ma bande dessinée Histoire de Jérusalem, ce qu'on sait rarement, trop rarement, c'est que, en 1947, il y a deux projets qui sont en fait produits par la commission spéciale de l'ONU sur la Palestine. Un projet d'État binational, unique, parce qu'on considère que les populations sont déjà trop entremêlées, qu'elles ont des intérêts communs, que donc on ne peut pas en fait créer deux États sur ce petit territoire.
C'est un projet en particulier qui est soutenu par l'Inde, mais par d'autres États aussi. Et puis un projet de partition. La majorité des États membres de l'ONU à l'époque, qui sont beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, décident de ne mettre au vote de l'Assemblée générale que le plan de partition, qui est accepté, à quelques voix près. Voilà, donc c'est pour vous dire que la question de l'État binational, la question de l'État unique de la mer au Jourdain, elle a été prise en compte par les Nations Unies. Le projet existe, vous pouvez le lire parce qu'il a été produit et donc il est archivé par les Nations Unies, il est disponible en ligne, c'est assez intéressant. Et c'est assez intéressant aussi d'ailleurs de le relire aujourd'hui, parce qu'on parle toujours aujourd'hui de la question d'un éventuel État binational en Palestine, comme si on sortait une idée du chapeau complètement révolutionnaire. Non, c'est une idée qui court depuis longtemps, pas seulement sur le plan théorique, elle a été documentée et d'une certaine manière, consolidée, projetée très concrètement par la commission spéciale de l'ONU en 1947. Mais ce projet n'a pas été mis au vote. Non, si je comprends bien, en 47, les Palestiniens n'avaient pas l'influence nécessaire pour pouvoir, travailler avec les interlocuteurs occidentaux qui avaient principalement la voix au chapitre à cette époque-là, si je comprends bien. Oui, et puis l'OLP n'est créé qu'en 1964, en mai 1964 à Jérusalem. Avant l'OLP, en fait, ce sont les États arabes qui défendent la cause palestinienne. Ils défendent cette cause palestinienne parfois avec des arrière-pensées. Et parfois on peut dire qu'ils instrumentalisent la cause palestinienne, j'ai aucun problème à utiliser ce terme. Donc ce qu'on pourrait appeler l'autonomisation de la cause palestinienne, ou même moi je parle de palestinisation de la cause palestinienne, c'est-à-dire la reprise en charge de cette cause par les Palestiniens eux-mêmes. C'est le milieu des années 1960, c'est Yasser Arafat, c'est l'OLP, c'est l'OLP qui est une galaxie de partis et d'organisations extrêmement diverses. Mais voilà, jusque là, on a effectivement, vous avez raison, mais c'est une des explications aussi. On a une cause palestinienne qui est portée par des non-palestiniens. L'attentat de 46 contre le siège du commandement britannique à l'hôtel King David, perpétré par des groupes terroristes israéliens, reste largement méconnu, bien qu'il ait fait 91 victimes. Je parle de l'attentat de 1946. À travers l'histoire, on constate qu'Israël n'a jamais hésité à utiliser des méthodes qui dépassent largement le cadre légal. Cela s'est récemment illustré avec l'affaire des beepers et d'autres attentats visant des personnalités. Pouvez-vous nous expliquer comment l'usage du terrorisme a joué un rôle crucial dans la création de l'État d'Israël? L'attentat de 1946, il est quand même assez bien documenté. Moi, encore une fois, j'en parle dans mon livre, j'en parle dans l'histoire de Jérusalem. Je fais une pleine page là-dessus. Et c'est extrêmement intéressant parce que non seulement on le sait, c'est connu, on a des organisations terroristes qui agissent à la fois contre les Palestiniens et contre les autorités britanniques dans ces années-là, mais et donc ils utilisent des méthodes terroristes. Pour moi, la notion de terrorisme n'est pas une appellation éthique ou morale en fait. On peut avoir un discours éthique ou moral là-dessus, mais pour moi comme historien, terrorisme c'est un mode d'action. Et ensuite, on peut discuter de sa validité. Moi, en tant que citoyen, sur le plan éthique, je considère que c'est un mode d'action absolument inacceptable. On n'a pas le droit de terroriser des populations civiles pour quelque cause que ce soit. Mais ce mode d'action, il a été, utilisé, choisi par bon nombre de causes politiques. Par des Corses, par des Basques, par l'extrême gauche allemande, l'extrême gauche italienne, une partie de l'extrême gauche française, une partie de l'extrême droite aussi. La question de l'articulation entre un projet politique et un mode d'action parmi d'autres, qui est le terrorisme, c'est une grande question qui n'est pas née ni avec le conflit israélo-palestinien, encore moins avec le terrorisme palestinien, et y compris pas seulement avec le terrorisme juif sioniste des années 30-40. Ce qui est intéressant dans le cas du terrorisme juif, c'est que ces acteurs en fait sont devenus des membres imminents ensuite du gouvernement et même des chefs de gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Yitzhak Shamir, c'est pas quelqu'un qui ensuite a été complètement ostracisé, etc. Il a fini Premier ministre quand même. Donc voilà, on a toujours aussi dans l'histoire à la fois du projet sioniste et d'Israël cette articulation assez ambiguë entre une organisation officielle, on va dire, qui essaye d'obtenir le maximum sur le plan diplomatique, sur le plan de la négociation, de la transaction internationale, etc. Et
on pourrait appeler ça une avant-garde, par exemple, si on utilise le vocabulaire révolutionnaire plutôt d'extrême gauche. Alors avant-garde, encore une fois, hein, pour moi c'est pas question morale, hein, c'est pas positif forcément. Par exemple, c'est les colons aujourd'hui, ou les colons les plus extrémistes, hein, qui sont toujours en fait à l'avant en fait du projet politique, ou plutôt de l'institution politique, et qui aiguillonnent et qui orientent en fait le projet politique. Ça, c'est vraiment une constante. Il donne là que c'est encore une fois, hein, encore une fois, il s'est passé du côté palestinien à peu près l'inverse dans les années 80, à peu près l'inverse. C'est-à-dire que en 1987, 88, au moment de la première intifada, qui est une intifada civile populaire, Yasser Arafat fait un pari historique, c'est de dire je reconnais Israël dans ses frontières de 67. En échange, on va nous accorder 22% de la Palestine, c'est-à-dire toute la Cisjordanie et Gaza. Pari raté, mais c'était un pari. Et l'autorité palestinienne s'engage dans cette voie, on va dire une voie modérée. D'accord? C'est ça qui guide, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous amène à la CPI. Et au même moment, en 1987, on a le Hamas qui se crée, qui remplace d'une certaine manière une position radicale de dire non, nous, on se bat pour une Palestine de la mer au Jourdain. Même si, évidemment, c'est plus du tout le même projet. Du côté du Hamas, c'est aussi un projet idéologique, c'est aussi le projet d'une société islamisée, ce que n'était pas l'OLP. Et vous voyez, c'est intéressant de voir que dans le rapport entre nationalisme juif et nationalisme palestinien sur ce même territoire, en gros sur un siècle, il est comme un espèce de chassé-croisé. Vincent Lemire, comment expliquez-vous le relatif manque de sensibilité des populations occidentales envers la cause palestinienne depuis 48 ? Alors c'est un peu à nuancer ce que je dis, hein, puisque depuis un an, beaucoup de populations ont manifesté dans les rues, mais on voit que quand même globalement, avec un abattage médiatique très pro-israélien ou très favorable au gouvernement israélien, plus globalement, cela pourrait-il être lié au sentiment de culpabilité hérité de la Seconde Guerre mondiale, selon vous ? Alors là, encore une fois, et c'est pas du tout de la... Moi, je nuancerais, c'est-à-dire que je ferais vraiment le distinguo entre les gouvernants et les diplomaties d'une part, et les opinions publiques d'autre part. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, ce que je repère, ce que je constate, je crois pas me tromper, c'est un fossé de plus en plus large entre les opinions publiques, et en particulier la jeunesse, et quand je dis la jeunesse, c'est large, hein, qui manifeste, qui se mobilise, qui se sensibilise, qui s'informe, et des gouvernants et des diplomaties qui sont complètement décalés en fait, et complètement en arrière de la main par rapport à cette opinion publique là. Moi, quand je parle, et c'est pas seulement des étudiants parisiens hyper politisés ou quoi. Moi, quand je parle avec des citoyens français en province, dans un café ou quoi, des gens complètement ce qui se passe en Palestine les horrifie véritablement. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'ils aient une position politique d'ailleurs sur le conflit. Alors, ils posent plutôt des questions, etc. Mais en tant humainement, en fait, ils sont extrêmement bouleversés, extrêmement choqués par ce qui se passe. On a quand même l'impression que dans la plupart des citoyens, trouvent leurs infos par eux-mêmes, puisque la plupart des médias mainstream montrent pas les crimes quotidiens qui sont commis à Gaza ou au Liban. Mais aujourd'hui, c'est là que la théorie sur, bien sûr qu'il y a des médias mainstream, etc., mais il y a des médias alternatifs, de plus en plus de gens y ont accès, et même encore une fois des gens qui sont pas forcément hyper politisés, c'est-à-dire que même des personnes âgées, parce qu'elles sont sur Facebook ou parce qu'elles sont sur des groupes WhatsApp familiales ou quoi, leurs petits enfants leur envoient des contenus ou des vidéos. Il y a aussi toute cette information qui passe par la vidéo, qui fait qu'elle touche des gens parfois pas forcément très très éduqués. Donc il y a aussi des titres de presse. Hein. Moi là pour le coup depuis le mois d'octobre 2023, je l'ai dit plusieurs fois publiquement, je peux le redire là. Autant j'étais très très critique à la fois sur la sphère politique et sur les diplomates depuis octobre 2023. Moi, je trouve que les médias, on va dire pas les officines idéologiques, mais les médias sérieux ont fait un gros travail. Je pense au journal Le Monde, je pense à Radio France, je pense à un journal comme La Croix, je pense où il y a vraiment un travail de documentation qui est fait dans un contexte hyper dur.
avec des débats, avec des controverses extrêmement dures. Mais là-dessus on peut être peut-être en désaccord. Moi je dis les opinions publiques sont beaucoup plus, sont beaucoup plus solidaires en fait avec la cause palestinienne que leurs gouvernants. Ça fait que forcément on les entend moins, quoi. Et puis deux, du côté médiatique, alors évidemment sur certaines, si on regarde CNews, c'est ce que j'allais vous dire. CNews est la première chaîne info de France aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est une caricature des positions pro Netanyahou. C'est une caricature, c'est absolument scandaleux, c'est des positions, c'est indigne à tout point de vue, etc. sur ce sujet-là comme sur tant d'autres. Mais c'est la première chaîne d'info continue, mais parmi d'autres chaînes d'info continue, quoi, qui sont pas toutes impeccables de ce point de vue-là. Mais voilà, je serais, c'est-à-dire, par exemple, pour être très clair, par exemple, au début de la séquence, CNews m'invitait, je refusais, je ne vais jamais sur CNews, ils m'invitent plus, c'est-à-dire qu'effectivement, pour aller dans votre sens, ils invitent que des gens qui sont très très clairement sur leur ligne idéologique et politique. Mais alors c'est sûr que c'est eux qui font plus de bruit, c'est eux qui font plus de buzz. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui tiennent les propos les plus scandaleux. Donc dès qu'on ouvre notre téléphone, on voit que ça nous jaillit au visage. Mais c'est pour ça que je vous redis encore une fois, quand je suis en province, quand je suis dans des librairies, dans des salons, dans des choses comme ça, et que je parle avec des gens, j'allais dire lambda, et encore une fois, qui souvent d'ailleurs n'ont pas forcément de position, parce que ça leur semble très compliqué, ils sont humainement extrêmement choqués par ce qui se passe. Donc je serais peut-être moins pessimiste que vous sur ce point. Non, je vous rejoins sur le dernier point. On l'a vu notamment lors du match Israël-France au stade de France, il me semble, qui n'a pas eu une forte audience et le public a plus ou moins boycotté ce match. Donc on voit aussi que les populations, malgré pour moi un abattage médiatique mainstream, que ce soit CNews ou BFM, qui est plus pro-Netanyahou que les médias alternatifs. Alors pour conclure donc notre entretien, dans l'ouvrage, vous évoquez à la fin le contexte actuel. Je cite, c'est parfois dans ce genre de situation que l'histoire peut se retourner et suivre des voies insoupçonnées. Pourtant, la situation semble désastreuse pour le peuple palestinien. Quels enseignements tirez-vous de cette année marquée par le génocide et quelles pourraient être les perspectives d'avenir ? Alors le livre dont vous parlez, Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, il est tiré d'un podcast qu'on a réalisé à la fin du mois d'octobre 2023, donc il y a plus d'un an, c'était juste après le 7 octobre. Puis il a été rédigé, le livre, au mois de décembre, janvier, et puis publié finalement au mois d'avril. Je rappelle juste ça pour dire que là on est à la fin du mois de novembre 2024, et je suis pas certain que je réécrirais exactement la même chose, ne serait-ce que parce que la situation n'est plus la même. La situation n'est plus la même. Je suis pas surpris. Je suis choqué, mais pas surpris par ce qui arrive à la fois en Cisjordanie, à Gaza et au Liban. Choqué, mais pas surpris, ça veut dire oui, choqué bien sûr sur le plan des principes, sur le plan du droit international, sur le plan de ce que subissent les populations civiles. Pas surpris parce que dès le 10 octobre, je l'ai écrit dans le journal Le Monde, j'ai écrit, il se prépare, la riposte israélienne va être absolument démesurée, va être absolument disproportionnée, pour parler à un langage plus juridique, et en plus, c'est un gouvernement d'extrême droite qui est au pouvoir, et donc, il va évidemment s'en donner à cœur joie. Les perspectives, elles sont extrêmement sombre. Moi, je suis d'un naturel optimiste, mais je finis par tempérer mon optimisme, parce que mon optimisme d'abord a fait que je me suis beaucoup trompé depuis un an, je le dis. Beaucoup trompé, notamment quand combien de fois j'ai annoncé la mort politique de Netanyahou, qui n'est pas encore arrivée. Non seulement elle n'est pas arrivée, mais il est beaucoup plus puissant politiquement aujourd'hui qu'il ne l'était à la fin de l'année 2023, par exemple. Pourquoi est-ce que je me suis trompé ? Mais parce que c'est un peu comme avec Trump, c'était qu'en fait, on a du mal, et on est nombreux à continuer de raisonner dans un cadre politique, on va dire rationnel, avec un certain nombre de règles du jeu. Et on considère que, voilà, c'est comme, on regarde le match, et on dit, si Barça-Brest, s'ils jouent dans les règles, normalement, c'est Barça qui gagne. Enfin,
Et de fait, c'est ce qui se passe. Barça gagne. Mais quand un des joueurs joue totalement en dehors des règles, mais totalement, c'est-à-dire prend le ballon à la main, enfin, fait n'importe quoi, et en plus fait un doigt d'honneur à l'arbitre, c'est-à-dire, bon, alors on peut dire que le match, qu'il n'y a plus de match, mais c'est pas un match, c'est le problème, c'est pas un match, c'est le réel, c'est l'histoire, c'est des vies voilà. Et ben, on se trompe. Donc on va dire nos pronostics, pour prendre, je prends cette image volontairement peut-être un peu qui est peut-être un peu provocatrice pour les gens, mais pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire comment et pourquoi on se trompe. On se trompe parce qu'on n'arrive pas à intégrer le référentiel, par exemple, de Netanyahou ou de Trump. On n'arrive pas à l'intégrer. On n'arrive pas à l'intégrer parce qu'on veut pas l'intégrer. Parce que si on l'intègre d'une certaine manière aussi, c'est qu'on l'accepte. C'est qu'on dit, c'est comme, maintenant c'est comme ça, maintenant c'est ça les nouvelles règles. On fait exactement ce qu'on veut, c'est ok, on peut tuer 45 000 personnes, pour 8 000 terroristes du Hamas, c'est ok en fait. Ok, il peut y avoir 70% de morts femmes et enfants. C'était inconcevable pour nous, mais c'était concevable dans la tête de ceux qui l'ont commis. Donc, voilà, on se prépare encore à des semaines et à des mois extrêmement durs. Moi, les seules notes, pas d'optimisme en fait, mais encore une fois, sur le plan historique, sur le très long terme, qu'est-ce que je vois? Les habitants de Gaza, par exemple, que je n'appelle pas des Gazaouis, hein, faut rappeler que les habitants de Gaza, à 80% d'entre eux, c'est d'anciens réfugiés ou descendants de réfugiés, les Palestiniens de Gaza, on va dire. Ce qui leur est arrivé depuis le mois d'octobre dernier, enfin octobre 2023, en 14 mois, il arriverait un dixième de ça à n'importe quelle société, elle aurait implosé. Quand je dis imploser, ça veut dire elle ne tiendrait plus. Elle serait presque en guerre ouverte contre elle-même, en guerre civile, avec des niveaux de violence ça n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que la société palestinienne, à force de résister, et en fait elle résiste depuis les années 1930, c'est-à-dire quasiment depuis un siècle, depuis 3-4 générations en fait, est devenue une société résistante. Mais, ou plutôt une résistance faite société. C'est-à-dire que c'est pas une société qui résiste, c'est que la résistance est maintenant presque c'est leur mode de vie, c'est leur mode d'être au monde. Et pour le meilleur et parfois pour le pire, c'est-à-dire que les enfants, les garçons, les filles, les couples, les familles, les deuils, les grands-parents, tout le monde en fait, la société, l'organisation sociale, en termes d'anthropologie sociale et d'anthropologie politique, cette société a des capacités de résistance, aujourd'hui on dit résilience, mais qui sont proprement insoupçonnées et d'une certaine manière inconcevables pour, j'allais dire pour nous, enfin pour des gens dont on voit, je sais pas, dans le confort, oui. Dans le confort, on voit ce qu'a fait le Covid, on est déstabilisé, on a des sociétés qui sont déstabilisées, qui sont bien sûr que la société de Gaza elle est plus que déstabilisée, elle est absolument ravagée, mais le tissu social, le lien entre les gens, tient. Et ça, voilà, ça et c'est pas un motif d'optimisme ou de pessimisme que je suis en train de dire. C'est pas, ça n'enlève rien à ce qui se passe. Ce qui me frappe et qui me surprend, et là c'est pour ça que je me dis donc peut-être que dans quelques années, je sais pas comment ou pourquoi, mais cette société palestinienne, elle continue d'exister. Voilà, cette société qui est à la fois qui est aussi une société politique, qui est aussi une collectivité, quoi. Qui est aussi une collectivité et qui bien sûr dans laquelle il y a du dissensus, dans laquelle il y a des options qui peuvent être très très largement divergentes, etc. On va pas revenir sur Hamas, autorité palestinienne, tout ça, mais par exemple, on voit bien que Hamas, autorité palestinienne, ils se parlent aujourd'hui beaucoup plus facilement, j'allais dire, qu'avant le mois d'octobre. Pourquoi? Mais parce que face à une telle menace, qui est une menace existentielle, bon à un moment on revient sur une espèce de consensus minimum, quoi. Donc voilà, ce serait pour finir peut-être sur cette note là, qui encore une fois n'est pas une note d'optimisme, qui est juste un constat assez surprenant, ou pas surprenant si on regarde l'histoire de cette société. Voilà, cette société est une société de résistance, une société résistante, ou même une résistance faite société, et qui du coup je pense a des capacités de rebond qui sont véritablement stupéfiantes, et encore une fois ça n'enlève rien à la tragédie que traverse aujourd'hui la population de Gaza. Ça
ça nous permet juste, nous, j'allais dire nous, que ce soit vous, moi ou les gens qui nous regardent là, nous, on est d'accord, on est extérieur, par définition extérieur au sens topographique, on n'est pas là-bas. On peut être en empathie, on peut être en solidarité, on peut être plein de choses, mais on est, eh ben, ce que je viens de dire, c'est une façon peut-être aussi de respecter ces populations-là, c'est-à-dire leur propre mode d'être, leur propre façon d'être au monde. Ce qui leur arrive ne nous est jamais arrivé. Il est très difficile de concevoir que si ça nous arrivait à nous, comment nous pourrions réagir. Et c'est pas difficile, c'est impossible. Parce qu'en fait, cette société palestinienne, et en particulier à Gaza, elle est née dans la résistance. Elle a été forgée dans la résistance. Et donc, je pense qu'elle pourra toujours, si elle existe encore dans quelques années, en tirer des capacités de rebond qui sont, je pense, insoupçonnées. Merci Vincent Lemire. Merci à vous. Cet entretien. Je rappelle que vous êtes historien, professeur, ancien directeur du Centre de recherche français de Jérusalem, l'auteur de l'ouvrage Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, publié aux éditions Les Arènes, et Histoire de Jérusalem, la bande dessinée Les Arènes BD. Merci également à nos auditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission et à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt sur Mizan TV. Merci.